Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Sapida, l'aube en exil. Le podcast où ce sont les personnes concernées qui prennent la parole. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mahin Al-Dahbali, réfugiée yéménite et aujourd'hui étudiant à Sciences Po. Bonjour Mahin, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Mahin, tu as une histoire qui est assez singulière et unique, mais en même temps, elle représente aussi l'histoire de beaucoup d'autres personnes. Et aujourd'hui, à travers ton témoignage, on va interroger le rôle des institutions dans l'accueil, l'accompagnement, l'apprentissage du français. Et on va surtout voir la reconnaissance des personnes réfugiées, comment elle se passe en France. Tout d'abord, Mahin, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, tu viens du Yémen. Et c'est vrai que la situation du Yémen, elle est assez peu connue en France, on en entend rarement parler. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de vie et ce qui t'a amené à devoir quitter ton pays? Bonjour Amani, tout d'abord, merci pour avoir m'accueilli et m'inviter aujourd'hui. Au début, je peux dire que, en fait, le Yémen, malheureusement, est vraiment mal connu ici en France. Pas qu'en Europe en général, mais en France, c'est assez choquant. Mais je peux comprendre, je peux dire seulement une chose sur le Yémen, c'est lequel que m'a toujours touché, que le Yémen a été surnommé toujours le Yémen euro. Et malheureusement, le Yémen n'est plus euro aujourd'hui et on ne voit personne qui réagit face de ça. Et il y a un peu, je dirais pas tout le monde, mais un peu de gens qui connaissent qu'est-ce qui se passe en vrai. Et malheureusement, je dirais pas que ça s'intéresse pas à tout le monde, mais peut-être c'est la question de les médias, notamment le fait que la situation là-bas était pas mise en lumière. Et aujourd'hui, le Yémen est en face d'une guerre qui durait longtemps, qui a mis des crises humanitaires, en termes de questions d'éducation notamment, et les questions de tout. En fait, aujourd'hui, à cause de la durée de la guerre qui a commencé assez longtemps, ça fait plus de 10 ans, et c'est un conflit assez complexe. Il y a toutes les parties qui jouent un rôle particulier. Il y a des acteurs locaux, même internationaux. Et malheureusement, on ne voit pas la question humanitaire au Yémen et on ne regarde pas les gens là-bas comme les humains. Notamment, il y a une question qu'aujourd'hui, le Yémen a une crise éducative, quoi. Et il y a plus de 4,5 millions d'enfants déscolarisés. Il y a une question de la recrutement des enfants soldats au Yémen. Et c'est pas un seul parti qui profite de la jeunesse du Yémen parce qu'on sait bien que le Yémen, c'est un pays jeune. Donc, c'est-à-dire que la majorité de la population, c'est notamment les gens et les enfants. Et si on ne réagit pas, il y aura toujours des gens qui profitent de cette jeunesse. Et malheureusement aussi, c'est la question de la sensibilisation, les gens qui ont abandonné ça parce qu'on le voit que ça ne fonctionne pas, ça donne pas ça donne pas le courage parce que aussi, moi j'essaye toujours depuis mon arrivée en France de parler de ça, mais notamment il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent et c'est vraiment c'est touchant, notamment parce que le Yémen, on voit aujourd'hui que malheureusement je me sens triste si je dis ça, mais c'est comme n'était jamais existe. Ouais. Et toi, au Yémen, tu étais déjà engagé justement pour la cause des enfants soldats. Et c'est ça qui t'a amené justement à devoir partir? Oui, en fait, moi j'ai grandi pendant la guerre, notamment quand la guerre a commencé en 2015.
j'étais à Taïz, c'est ma ville, c'est où que je nais et j'ai grandi. C'est une ville au milieu du Yémen. Et à Taïz, on a eu un conflit assez particulier, assez dur, assez difficile de traverser. Et j'ai essayé de faire quelque chose, d'aider ma société, les enfants et les gens que je connais. Donc, j'ai commencé à engager au face de la question de les enfants soldats, notamment Bakou, aussi l'aide humanitaire pour tous les habitants. Et j'étais aussi toujours activiste contre les enfants soldats et contre le recrutement des enfants soldats. Et c'est à cause de ça, j'étais obligé de fuir mon pays parce que j'avais, j'avais pas mal de menaces à ma sécurité, à ma vie, quoi. J'avais plus de deux attaques. Première, j'étais blessé par 3 balles, notamment un de ces 3 balles restait toujours dans mon bras. Et le deuxième, mon meilleur ami a été mort à mon côté. Et troisième, j'étais prisonnier. Et ils disent toujours que c'était des questions de politique et tout ça. Moi, je vois pas. Moi, je vois que c'était vraiment des gens qui veulent pas les activistes ou les gens qui engagent dans cette question à continuer parce que c'est comme ça. Après avoir sorti de prison, que j'ai resté plus de 8 mois, notamment, j'ai été obligé de fuir le Yémen pour l'Égypte. Et là-bas, j'ai resté 2 ans. Et grâce à la France, je suis aujourd'hui là parce que c'était la seule pays qui m'a offert un visa humanitaire qui ressemble pas seulement à un visa pour moi, qui ressemble à un nouvel chapitre et à une nouvelle opportunité, un éclair pour un avenir mieux. Merci beaucoup, Marine. Donc, tu es arrivée en France via un visa humanitaire. Et comment s'est passée ton arrivée en France? Par quelles étapes est-ce que tu as dû passer? En fait, je suis arrivé en France le 2 avril 2023. C'est récent, ça fait presque 2 ans. Donc, quand je suis arrivé, bien sûr que j'ai parlé même pas la langue, je connais même pas. Et aussi, c'est une nouvelle vie, quoi. J'ai pas des proches ici. On n'a jamais parlé de la France avant Yémen. Donc, j'étais un peu, j'avais une question dans ma tête, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire ici? Et j'avais un peu des idées que, notamment parce que je suis arrivé en tant qu'un réfugié politique, donc je pensais qu'il y aura des gens qui vont me suivre, me accompagner, l'accompagnement des assauts et tout ça, machin. Et alors, quand je suis arrivé aussi, j'étais assez touché par le fait que la France m'a aidé et avoir un vie et en sécurité. Donc, j'essaie d'être actif aussi dans la société. J'ai fait des bénévolats sans connaître de la langue au lycée, dans la mairie. J'ai appris les enfants à jouer les échecs. Et j'ai commencé à me questionner comment je peux faire pour apprendre la langue. Parce que les enfants ne comprennent pas quand je parle pas le français. Chaque fois, je leur apprends fait comme ça, tac, tac, tac. Avec les échecs, ils me parlent en français. Ah bah, je comprends pas, monsieur. Et j'ai essayé de chercher, de savoir comment je peux faire. Après, j'ai obtenu le statut de réfugié le mois d'août 2023. Et là-bas, j'ai commencé avoir mon premier rendez-vous avec l'OFI, notamment. Et j'ai eu plus de 200 heures, je crois, pour l'apprentissage de la langue. Mais malheureusement, c'est pas bien fait. Et on n'apprend rien, donc c'était pas suffisant pour moi. J'ai essayé aussi de continuer, mais je vois bien que il y a pas comment dire, ça se voit pas que j'apprends et je progresse pas. Je progresse jamais, quoi.
Donc, j'ai essayé de chercher des autres moyens d'apprendre de langue avec les assos, mais parce que je sais que j'ai habité dans les banlieues, aussi la question de logement en France, c'est une question importante, notamment parce qu'en fait, nous, les réfugiés, on n'a jamais choisi de venir ici. C'était pas notre choix, c'était pas notre envie. Moi, je parle pas seulement pour moi. Quand j'ai dit ça, moi, je suis sûr que la plupart des réfugiés ne vont jamais choisir d'être réfugié. Et ça, beaucoup de gens qui comprennent pas. Tu vas jamais dire, c'est pas on a envie d'être réfugié vraiment. C'est quelque chose que chaque fois quand tu parles à toi-même, tu dis bah je suis arrivé à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment une vie horrible la santé. Moi, je le souhaite pas à personne parce que je sais c'est quoi l'étape, c'est quoi le chemin qu'on traverse. Tous les réfugiés, notamment, c'est un chemin assez dur, assez particulier et j'aimerais bien que les gens arrivent à comprendre ça, arrivent à accueillir les réfugiés bien et adapter leur situation parce que oui, on partage la même statut de réfugié, mais chacun d'entre nous a un parcours particulier, a un chemin particulier. Moi, j'aimerais bien que on arrive à un moment d'adaptation parce que c'est un devoir qu'on a pris, c'est un chemin qu'on a dit qu'on va présenter ici, notamment le monde occidental et la France aussi, en tant qu'un pays accueillir des réfugiés, malheureusement, le chemin de l'apprentissage de la langue, c'est pas du tout bien fait. Et Bakou aussi, les questions de logement, les questions les gens qui posent à travailler, aller. Je viens d'arriver, monsieur, qui t'a dit que je veux pas travailler, qui t'a dit que mais on a aussi le droit de travailler les choses qu'on aime. Les choses qui nous plaisent, chacun d'entre nous a l'endroit de faire ce qu'il veut parce qu'on a déjà beaucoup de choses horribles, donc on mérite un nouvel choix, on mérite une nouvelle opportunité, si je peux dire ça, quoi. Donc ça c'est les choses que je peux dire, mais il y a toujours des solutions, il y a toujours des gens et heureusement que je suis tombé avec des bonnes personnes et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je crois toujours des valeurs des autres et qu'il y a toujours des bonnes personnes entre nous partout. Et c'est seulement si on cherche bien. Ouais. Merci beaucoup Marine. C'est très important tout ce que tu nous dis. Tu nous parles justement déjà du fait de devoir partir et du fait que c'est pas un choix et que quand on se retrouve réfugié, on l'a pas choisi. Je pense qu'on peut aussi parler justement du rôle de la France dans la crise du Yémen aussi. Et ça fait partie justement de sa responsabilité en tant que pays d'accueil des personnes réfugiées et des engagements qu'elle a pris, comme tu l'as très bien dit. Et aussi cette pression que subissent justement les personnes réfugiées dans l'apprentissage du français, dont le programme n'est pas optimal. Et aussi la pression de devoir absolument trouver un travail rapidement, qui fait partie justement de l'intégration en France où ça se fait forcément par l'insertion professionnelle.